Bien, bonjour, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent à cette rencontre organisée par l'Institut du patrimoine culturel de l'Université Laval, l'Institut du patrimoine de l'UQAM et le CELAT. Alors, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Manuelina Maria Duarte Candido. Je le rappelle, professeure à l'Université fédérale de Minas Gerais au Brésil, où elle se trouve en ce moment. Elle est aussi professeure invitée au doctorat en socio-muséologie de l'Université lusophone à Lisbonne, au Portugal. Aujourd'hui, sa communication intitulée La nouvelle muséologie et la muséologie sociale, c'est un thème d'une grande actualité, euh, à la fois pour la muséologie, mais aussi pour le patrimoine. Et on pourra le voir, ça témoigne en même temps d'un grand changement de paradigme dans la manière d'envisager la fonction du patrimoine dans les musées. Euh, je voulais aussi rappeler que, bon, j'ai eu la chance de connaître Manuela depuis plusieurs années. On s'est rencontrés la première fois au sein d'ICOM, du comité ICOFOM, où elle était particulièrement active. Et puis, elle est très engagée au MINOM, hein, le Mouvement international pour la nouvelle muséologie, qui, comme on le rappelle dans le texte d'introduction, est né d'une certaine manière à Québec en 1984 sous l'impulsion de René Rivard, Pierre Mérand, Paul Renaud notamment. Euh, il est aussi important de souligner que Manuelina a participé à la création du Comité international pour la muséologie sociale. C'était en 2023, donc c'est tout récent. C'est un comité qui est présidé aujourd'hui par Bruno Soares. Donc, elle a aussi, c'est important de le mentionner, rendu possible la publication du mémoire de maîtrise de Catherine Gobeil, consacré à Pierre Mérand, au mouvement de la internationale pour une nouvelle muséologie, dans la collection Socio-muséologie et euh, Socio-muséologie. Ouais, voilà. Alors, Manuela, à toi la parole. Merci. Bon, bonjour à tous et à toutes. C'est avec plaisir que je me présente ici devant vous et je voudrais tout d'abord remercier à Laurier Turgeon et à Marie-Christine Lambert-Perrault et toute l'équipe de l'IPAC par l'organisation et l'invitation que vous m'avez faite et à Yves Bergeron qui a accepté d'animer cette conférence. Je salue également l'Institut du patrimoine de Lucan et CELAT. Bon, j'ai préparé un texte pour me tenir au temps de parole et laisser une bonne vingtaine ou plus de minutes pour la discussion. Donc, je passe à la lecture. Je vais aussi partager l'écran pour que vous voyez quelques diapositives. Bon, cette conférence veut présenter les transformations du champ muséal qui ont conduit à la création du mouvement international pour une nouvelle muséologie, les MINOM, en 1984, et celles qui, au cours de ces 40 années d'action, ont produit une radicalisation des conceptions et des pratiques qui ont donné naissance à la muséologie sociale. Je passe en revue quelques faits liés à la nouvelle muséologie qui sont largement connus dans le monde francophone et je m'arrête avec un peu plus de profondeur sur certains choisis comme plus emblématiques selon moi. À vrai dire, je préfère utiliser à la place de l'expression nouvelle muséologie l'idée plurielle, les muséologies insurgées. Comme vous voyez ici, dans un texte coécrit avec des collègues de l'Université de Liège, Mélanie Cornelis et Edouard Nzoyera. Les muséologies insurgées, un ensemble qui, sans vouloir inaugurer encore une tendance muséologique, regroupe une multiplicité de courants qui, dans des géographies étant diverses, ont œuvré pour renouveler la muséologie. Pour ne citer que quelques-unes, je peux mentionner la muséologie populaire à Cuba, la muséologie de la rupture en Suisse, la muséologie de la libération au Brésil. Les vagues de transformation de la muséologie
peuvent être retracées dès la moitié du XXe siècle et nous avons l'habitude de situer son apogée entre les années 1968 et 1971, quand l'écomusée est expérimenté dans les parcs naturels régionaux en France et puis les Creusot, Monceau-les-Mines. Il me semble pourtant pertinent de signaler au moins deux expériences précédentes: le Musée national du Niger à Niamey, 1959, qui réunissait parcs et traditions orales, et le Musée de voisinage Anacostia Neighborhood Museum à Washington, États-Unis, aujourd'hui connu comme Anacostia Community Museum. La table ronde de Santiago do Chili sur le rôle des musées en Amérique latine est succédée des innovations muséales telles que le projet Casa del Museu, création d'antennes populaires du Musée national d'anthropologie du Mexique. Cette table ronde, inspirée de la pensée de l'éducateur Paulo Freire, a mis l'accent sur les transformations nécessaires au musée pour acompanher les changements sociaux, politiques et économiques et contribuer à la formation des consciences sur la responsabilité politique du professionnel des musées et sur un nouveau concept de musée intégré. Les années 80 ont vu une multiplication des musées locaux et d'écomusées dans des pays en processus de redémocratisation, comme Portugal et après le Brésil. J'en passe de parler de la réalité écomuséale et économuséale canadienne que vous connaissez bien. Ces musées n'ont pourtant pas réussi à une acceptation par l'ICOM et la proposition de créer un comité international des musées communautaires et écomusées a été refusée pendant la conférence générale de l'ICOM à Londres 1983. Le refus a provoqué en réaction la convocation d'un atelier international Écomusée Nouvelle Muséologie ayant pour but préparer un document avec les principes de base d'une nouvelle muséologie. Cet atelier est la Déclaration de Québec 1984 qui en découle, marque la fondation du mouvement international pour la nouvelle muséologie. Le mouvement résulte du besoin de mettre en pratique les idéaux de Santiago en liant musée et développement social dans un contexte de participation de la population. Le passage du musée traditionnel, un bâtiment où s'y rencontre un public passif, les visiteurs et une collection, au nouveau modèle des musées façonné comme un territoire où une population qui l'habite produit et gère son patrimoine multiforme, a été bien synthétisé par Valdiza Russell comme l'effet muséal. La relation entre homme et objet dans un scénario. L'autrice a défendu dans des publications de l'ICOFON l'effet muséal comme l'objet d'étude de la muséologie. Étant relationnel, cet objet d'étude tel que nous le comprenons au Brésil permet à la muséologie de plus facilement s'inscrire comme science sociale appliquée et pas une branche de l'histoire de l'art ou d'autres disciplines définies par la matérialité des choses. La muséologie s'approche de la société, de ses besoins et du patrimoine immatériel. En étudiant la relation entre société et son patrimoine, la muséologie peut se servir de ce patrimoine comme prétexte utile au moteur pour la transformation sociale. Je reviendrai sur ces points plus tard. À partir des années 1990, des expériences de musées insurgés apparaissent un peu partout hors Europe,
parfois sans adopter les jargons du monde muséal. C'est le cas des banques culturelles créées après 1993 au Mali et dans d'autres pays africains. Ces banques sont des institutions villageoises qui fusionnent musées locaux, caisses de microcrédit et centres de formation culturelle. Il y a plusieurs livres, textes et sites internet où vous pouvez trouver plus d'informations sur cette expérience, notamment la thèse de doctorat d'Edouard Nzoïra, que j'ai co-dirigée à l'Université de Liège il y a quelques années, a toute une partie sur cette expérience et c'est déjà publié comme un livre que je vais indiquer plus tard. Donc, au Brésil, l'effervescence du secteur attire la réalisation d'une conférence du Minon à Salvador de Bahia en 1999. Il me semble pas trop exagéré d'attribuer à cette année un point de virage du Minon vers les pays du Sud. Vous voyez ici. Depuis lors, presque toutes les conférences ont été organisées dans des pays de langue portugaise ou espagnole, ce qui a donné l'impression à certains fondateurs du mouvement qu'il n'avait pas eu de continuité, lorsque la diffusion des conférences a également cessé de se faire régulièrement dans les langues hégémoniques, l'anglais et le français. Les années 2010 témoignent la multiplication de nouveaux types de musées, notamment écomusées et musées communautaires, dans d'autres géographies comme Japon, Australie, Turquie, Mozambique et Italie, où la notion de paysage a été facilement connectée au développement local. En lisant des textes intitulés Les musées perpétués ou faire vivre de Varine 1999 ou Les musées en version de la vie, Adotevi, béninois, en 1971, nous pouvons caractériser le tournant vers la nouvelle muséologie comme recherche d'une muséologie biophile. En contraposition avec la muséologie nécrophile, qu'ils ont accusé des nécrophiles, des musées comme cimetières d'objets. La muséologie sociale va au-delà et déclare une muséologie qui n'est pas utile à la vie et une muséologie qui ne sert à rien. C'est le titre de la déclaration de Córdoba, la déclaration qui a clôturé la rencontre du Minon à Córdoba, Argentine, 2017. La muséologie sociale radicalise donc la nouvelle muséologie dans le sens d'aller plus à la racine de la problématique de l'égalité des chances et de la justice sociale, en s'assumant encore plus engagée et militante. Cependant, l'histoire des musées nous montre que depuis toujours, ils ont pu être espaces de conscience critique et de résistance. Le musée de l'Homme à Paris est un exemple classique. Dans les années 1960 et 70, il existait déjà des acteurs comme Hugues de Varine qui parlaient de décolonisation culturelle des musées. C'est important de souligner que ce mot n'est pas d'usage uniquement récent, et de l'aspect politique des musées communautaires. La muséologie sociale assume son rôle devant les disputes pour les pouvoirs des mémoires.
son rôle quand les communautés ont le désir de mémoire, quand le droit à la mémoire est en jeu et quand il faut mettre en place le devoir de mémoire. En opposition à une muséologie classique centrée sur les objets, la muséologie sociale donne visibilité, donc droit d'existence, aux groupes sociaux les plus fragilisés. Ces groupes reconnaissent les musées comme plateforme et comme instrument de lutte. Le troisième élément de la relation est dans ce cas pas un seul bâtiment, mais le territoire. Il n'est pas compris comme un territoire pacifié, mais dans une logique de lutte pour l'espace, lutte pour la terre et pour les droits au logement, pour l'égalité des chances. Le corps peut être également compris comme un territoire dont l'existence est parfois niée. Les corps féminins, racisés et LGBTQIA+, ont été historiquement invisibilisés dans les récits des musées. La muséologie sociale se soucie de rétablir leur protagonisme, leur impuissance, l'espace pour parler en première personne. Depuis toujours, mais notamment à partir des années 2010, ces musées insurgés, créés au rebrousse-poil des pouvoirs établis, ont découvert que sa puissance était d'agir ensemble, de s'organiser en réseau, même que très informel, pour garantir entraide, partage de défis communs et mutualisation des solutions et de peu ressources disponibles. Je signale ici symboliquement quelques réseaux très vifs, très actifs au Mexique et au Brésil, des réseaux des musées communautaires, d'écomusées, des musées d'autochtones, etc. C'est dans une multiplicité de réseaux que la muséologie sociale se fortifie. Dans des réseaux, des mouvements sociaux et politiques liés à la culture et au champ muséal, le Brésil a vu germiner la politique nationale des musées, mise en vigueur quand le Parti des travailleurs a pris le pouvoir. Entre les résultats, la création de l'Institut brésilien des musées avec une coordination consacrée à la muséologie sociale. Je n'ai pas mentionné, mais c'est aussi très important, toutes les stratégies de réseautage des écomusées italiens, avec des associations comme Monde Local et, et d'autres, la rede italienne d'écomusées. C'est vraiment très fort, très puissant. Par l'initiative de Libran, l'UNESCO a adopté en 2015 la recommandation pour la protection et la promotion des musées et des collections, de leur diversité et de leur rôle dans la société. Rappelons que le dernier document UNESCO a fait référence au musée datait de 1960, c'est-à-dire aucun avancement de la table ronde de Santiago ne faisait partie des conventions, déclarations et recommandations UNESCO. Celle-ci affirme le rôle social des musées en tant que facteur d'intégration et de cohésion sociale et dans la lutte contre les inégalités pour le respect des droits humains. Elle encourage la proximité entre musées et populations autochtones et le dialogue autour de la gestion des collections, y compris ses besoins, la restitution, en recommandant également l'adoption des politiques d'inclusion. Elle affirme encore que, parallèlement à la préservation du patrimoine, le rôle social des musées constitue leur raison d'être. Dans les dernières décennies, les muséologies insurgées se développent surtout dans des pays du sud global.
Et c'est très symptomatique l'origine de la grande majorité des membres fondateurs du nouveau comité international de l'ICON sur la muséologie sociale, les SOMUS ICON, approuvé en 2023, comme mentionné par Yves Bergeron dans l'ouverture de cette conférence. Je vais préciser que je ne suis pas membre de ce comité. J'ai travaillé pour sa création, j'ai soutenu sa création, mais je reste membre de l'ICOFON et je pense que c'est très important et stratégique pour l'ICON que la muséologie sociale soit disséminée dans tous ces comités et pas un ghetto dans un comité entre presque une quarantaine. Cet espace de reconnaissance internationale longuement souhaité est finalement achevé, mais déjà avec l'appellation muséologie sociale, ce qui peut être considéré comme un axe d'influence contre-hégémonique en muséologie du sud vers le nord. En parallèle, les minots continuent à exister. Ici, ce sont des images prises lors de la conférence de Catane de 2024. Donc, les Minots continuent à exister et à fêter ses 40 ans lors de la conférence de 2024 à Catane, Italie. Vous voyez ici la présence de René Rivard et Paul Reynaud qui nous ont honorés avec la présence en personne dans cette conférence des membres fondateurs. Et ici, ce sont l'assemblée, donc plusieurs images des moments différents de cette conférence, qui a suscité un énorme intérêt dans des différents pays, et son document final, la déclaration de Librino, mérite d'être bien diffusé. Elle soutient que les musées doivent placer la mémoire et la culture au cœur des luttes pour les droits sociaux, en partant du principe que les personnes sont la force motrice des actions muséologiques. Elle affirme qu'il n'existe pas de modèle unique ni de méthodologie unique en muséologie sociale, mais une diversité qui tient compte des territoires, des communautés, de leurs besoins et de leurs problématiques. La déclaration de Librino reconnaît également les citoyens actifs comme des biens communs et les enfants comme un pilier fondamental des projets patrimoniaux et muséologiques. Réaffirmant son engagement en faveur de la vie, cette déclaration s'engage à défendre des musées culturellement durables en intégrant la culture comme quatrième pilier fondamental de la durabilité. À ce sujet, je me permets de faire une petite parenthèse pour vous inviter à participer de la rencontre Écolivre 2025, une réunion virtuelle les 4 et 5 novembre, dans le cadre de la COP 30, qui va se tenir au Brésil, à Belém do Pará, pour discuter des relations entre les écomusées et les musées communautaires avec la justice climatique et la régénération culturelle. Ouais, vous avez ici le QR code qui va vous amener au programme complet et au formulaire d'inscription. Fermeture des parenthèses, je reviens à la conférence Luminon, Catane 2024, pour signaler la diversité des pratiques muséales contre-hégémoniques et des réflexions muséologiques insurgées qu'elle a réunies, même si les références au terme des nouvelles muséologies ont été abandonnées. Il y a une seule mention dans un texte espagnol dont le titre est exactement « La nouvelle muséologie est morte, vive la muséologie sociale ». Vous voyez l'esprit. Donc, j'ai fait une recherche préliminaire dans le livre des résumés de communication qui ne représente pas en détail les thèmes présentés, ni même les conférences
principale, mais l'expression nouvelle muséologie n'apparaissait pas dans 4 des 5 langues de travail et n'était présente qu'en espagnol, comme mentionné. L'expression muséologie sociale est présente dans plusieurs langues et sans surprise, elle est massivement présente dans les communications en portugais. Toutefois, il convient de noter la présence de nombreuses autres expressions et termes, tant que altermuséologie, muséologie populaire, sociomuséologie, écomuséologie, contre-muséologie, muséologie décoloniale, muséologie engagée, etc. Le mouvement international pour une nouvelle muséologie continue à utiliser son appellation et acronyme, mais il est beaucoup plus divers et pluriel. Les Français étaient acceptés dans l'appel à communication de cette conférence, qui a travaillé avec 5 langues, même avec des ressources financières trop limitées. Mais toutes les personnes des pays francophones communiquaient aussi en anglais, et donc, pour des raisons de manque de traduction, nous avons demandé que les présentations se fassent en anglais. C'est pour ça qu'on n'a pas statistique ici de la présence ou pas de ces expressions en français, parce qu'en effet, les communications ont été regroupées avec les communications en anglais. Il est important de préciser qu'il n'a pas eu traduction simultanée, sauf à la table d'ouverture de l'événement, et que les salles de communication étaient séparées par langue, pour une question logistique, évidemment, mélangeant parfois hispanophone et lusophone, ou anglophone et francophone, capables de se communiquer en anglais. L'organisation est consciente que cette séparation a affaibli le dialogue souhaité entre les diverses cultures muséales. Nous espérons que la diffusion des articles complets dans les actes numériques permet d'augmenter ce dialogue et la remise des articles dans 2 langues a été stimulée. J'ai déjà souligné dans mon ouvrage Ondas do Pensamento Museológico Brasileiro, Vague de la pensée muséologique brésilienne de 2003, mais initialement écrit dans l'année 2000, la barrière linguistique qui empêche encore la plus grande circulation des auteurs et de l'information entre les mondes francophones et lusophones, sans parler de l'anglais, que nous essayons de considérer comme universellement accessible, mais qui favorise également les exclusions. Pour contribuer à cette circulation, l'Université lusophone a créé l'année passée, à mon initiative, une collection de livres en anglais ou en français sur la sociomuséologie qui restait trop circonscrite au portugais. 6 volumes sont déjà publiés. Le 7e sera lancé prochainement dans les semaines à venir. Je vous invite à connaître et utiliser cette collection distribuée gratuitement en ligne. Et je profite pour saluer l'effort des chercheuses telles que Ana Lu Galassini ici présente et Ana Schwartz Paredes, qui font de leur thèse en construction aussi des ponts entre des cultures muséologiques diverses. J'ai décidé de, pour cette conférence, ne pas aborder des expériences concrètes en muséologie sociale qui sont disponibles dans des textes et webinaires déjà en ligne, mais je reste à disposition pendant la discussion pour donner quelques exemples. Donc, je vous remercie. Obrigada, merci beaucoup. E voici mon adresse e-mail.